Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Des troubles ce lundi encore dans l'est de l'Ukraine où des activistes pro-russes se sont emparés notamment d'un commissariat de la localité de Gorlivka. Les autorités ukrainiennes semblent pour le moment laisser faire. Le président ukrainien joue même la carte de l'apaisement en proposant un référendum, mais un référendum national. Les forces russes vont-elles finir par intervenir? L'est de l'Ukraine va-t-il connaître le même sort que la Crimée? Que peuvent faire les Occidentaux? Vous le savez, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne étaient réunis ce lundi à Bruxelles, mais aucune nouvelle sanction n'a été décidée. La situation en Ukraine, on en parle ce soir avec vous. Nathalie Pasternak, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du comité représentatif des Ukrainiens en France. Pierre Laurin, bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie, auteur de Moscou et la naissance d'une nation, et c'est aux éditions Bartia. Pascal Boniface, bonsoir, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de Géopolitique, 40 fiches thématiques et documentées pour comprendre l'actualité, et c'est aux éditions Erol. Guillaume Lagan, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions de défense et auteur des questions internationales en fiches, et c'est aux éditions Ellipse. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le président ukrainien Turchinov. C'était ce lundi. Nous ne sommes pas contre un référendum. Et je pense par ailleurs que la grande majorité des Ukrainiens serait pour ce scrutin, qui pourrait avoir lieu après que le Parlement l'ait décidé, et qui pourrait avoir lieu en même temps que l'élection présidentielle. Je suis convaincu que la majorité des Ukrainiens se prononcerait pour une Ukraine indivisible, indépendante, démocratique et unie. Pierre Laurin, c'est un geste d'apaisement de la part des autorités ukrainiennes. Pourquoi il n'y a pas eu de réponse ? C'est un geste d'apaisement indiscutablement, mais il faut savoir quelle sera la question posée au cours de ce référendum. Tout dépend de ce que l'on demande aux Ukrainiens. Actuellement, la situation est telle que les habitants de l'Est de l'Ukraine sont inquiets parce que, visiblement, le gouvernement transitoire de Kiev ne prend pas en compte leur avis. Au sein de ce gouvernement, il y a deux malheureux représentants de l'Est de l'Ukraine, alors que, par exemple, un tiers des postes est occupé par les ultranationalistes, disons, de Svoboda. Il y a un problème qui est majeur, je crois, pour les habitants de l'Est de l'Ukraine, indépendamment de la situation d'aujourd'hui. Qui sont ces militants pro-russes? Est-ce qu'ils sont infiltrés par les forces russes, comme le disent notamment les Américains? Écoutez, vous avez eu, il y a 3 mois, en Ukraine, à l'ouest de l'Ukraine, des commissariats, des immeubles administratifs qui ont été pris par des manifestants. Il y a un gouvernement qui a été renversé sans l'appui de l'extérieur. Pourquoi ce serait différent à l'est de l'Ukraine? Que les Russes aient intérêt, effectivement, à faire monter la tension, c'est évident. Maintenant, qu'ils infiltrent quoi que ce soit, ils n'en ont pas besoin. Il y a suffisamment de militants pro-russes dans l'est de l'Ukraine pour faire ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous pensez qu'ils sont majoritaires à demander aujourd'hui le rattachement à la Russie? Non. Ils sont majoritaires à demander une fédéralisation de l'Ukraine, de manière à être au moins sûrs qu'ils ne vont pas à nouveau se retrouver dans une situation. Je vous signale qu'en 2010, ils ont gagné l'élection, les partisans de Yanukovych ont gagné l'élection présidentielle. En 2012, il y a eu une législative qui a confirmé la majorité pour le gouvernement. Et soudain, ils se retrouvent sans rien, alors qu'ils avaient gagné les élections. Ils se retrouvent dans la position de, finalement, ils ne comptent que pour du beurre, finalement. Mais on verra, enfin l'élection présidentielle c'est bientôt, le scrutin c'est le 25 mai, donc on verra ce qu'ils comptent réellement dans les urnes. Nathalie Pasternak, est-ce que Moscou tire les ficelles? Est-ce que pour vous ça ne fait pas de doute, la Russie tire les ficelles dans l'Est de l'Ukraine? Ça ne fait aucun doute, et je le dis depuis quelques semaines déjà sur différents plateaux, différents médias français. Ce scénario est écrit de longue date, et tout ce que j'ai expliqué et dit, prédit, est arrivé. La Crimée, l'Est, évidemment que ce
scénario est écrit par la Russie et par Poutine en particulier. Donc Poutine ne va pas s'arrêter. Bien sûr, on le voit quand même. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce sont des manifestants tout à fait pacifiques qui prennent les bâtiments administratifs, qui prennent les commissariats ou les dépôts d'armes. Est-ce que ce n'est pas un contre-Maïdan finalement? Ce n'est pas du tout un contre-Maïdan dans la mesure où il est organisé ce qui s'est passé par à Place Maïdan. Non, c'est pas du tout comparable au Maïdan. Il faut bien séparer les choses. On ne peut pas parler d'une guerre civile. Souvent, on entend ce terme de guerre civile. Ce ne sont pas des Ukrainiens contre des Ukrainiens. Ce sont des Russes qui ont infiltré les territoires ukrainiens, qui aujourd'hui sont payés, parce que manifestement, juste avant l'émission, j'ai reçu un SMS. On a même une liste de gens qui recrutent à 500 € la journée, des soi-disant séparatistes. Moi, j'imagine très bien un scénario ayant pris des armes ukrainiennes dans des dépôts ou des commissariats de police ukrainiens, ces manifestants tirés contre des Ukrainiens qui riposteraient. Ensuite, on déclare que c'est une guerre civile. Et puis finalement, ces mêmes séparatistes, je dis bien entre guillemets encore une fois, s'avéreraient être des citoyens russes. Et donc, dans ce cas-là, M. Poutine pourrait tout à fait bien intervenir sur le territoire de l'Ukraine, venant défendre les citoyens russes, puisque la Douma lui en a donné tout à fait la possibilité il y a quelques semaines, en lui donnant la possibilité d'intervenir pour défendre les droits des concitoyens russes, où qu'ils se trouvent dans le monde. Donc ce qui se passe en Ukraine peut très bien aussi se passer dans les pays baltes. Et aujourd'hui, j'ai des amis lituaniens qui sont très inquiets. Les exportations des pays baltes, particulièrement les exportations de lait vers la Russie, sont complètement bloquées. Ce qui a été fait également, c'est tout l'été dernier, 2013, pour ce qui est de l'Ukraine. Donc, voilà. Pascal Boniface, est-ce que vous croyez à une intervention de la Russie dans l'est de l'Ukraine ? Ouais, qu'ils agitent un petit peu les choses, oui, bien sûr. Est-ce que vous voyez les chars arriver, les chars russes? Pour l'instant, non. Et je pense que la situation est vraiment différente dans les pays baltes, qui sont des pays indépendants, membres de l'OTAN, membres de l'Union européenne. Et je ne pense pas que l'armée russe va intervenir dans tous les pays de la région. Mais il y a un problème spécifique ukrainien, effectivement. Il y a un problème spécifique ukrainien. Et je crois que dans l'affaire, on ne peut pas dire que la Russie n'y est pour rien, mais on ne peut pas non plus dire que c'est elle qui manipule tout et qu'il n'y a pas une population qui est concernée. On a toujours un peu tendance à rejeter sur des manipulations extérieures les événements. On le faisait pour Maïdan, d'ailleurs. Les opposants à ce qui se passait à la place Maïdan disaient que les manifestants étaient contrôlés par les Occidentaux, par les États-Unis. On ne crée pas de rien un mouvement qui monte comme cela. Mais effectivement, il peut être alimenté de l'étranger. Et les Russes, là, manifestement, ont intérêt à faire ont choisi de faire pression sur le gouvernement ukrainien. Est-ce qu'il s'agit de renforcer leur donne par rapport à la réunion du 17 avril, qui a lieu jeudi? Je ne le sais pas encore. Peut-être même mise en cause, puisque manifestement, la Russie n'est même pas sûre de participer dans la mesure... Ce serait une erreur que cette réunion soit remise en cause. Alors, effectivement, ça peut déraper, parce que les mouvements de violence peuvent tout à fait déraper. Je ne pense pas qu'on puisse comparer la situation dans cette partie de l'Ukraine à ce qui se passait en Crimée, pour des raisons à la fois historiques, stratégiques, culturelles, etc. Et bon, finalement, Kravchuk, en 91, voulait rendre la Crimée à la Russie, et c'est Boris Yeltsin qui s'y opposait parce qu'il voulait précipiter l'implosion de l'Union soviétique pour être à la tête de la Russie. Mais en tous les cas, effectivement, alors qu'on allait vers une période d'accalmie, les événements-là sont particulièrement graves. On peut penser que tous les acteurs sont rationnels et que la situation est sous contrôle, mais parfois l'histoire dérape. Et là, on est vraiment par rapport à une situation où si les choses devaient se durcir, si les choses devaient déboucher sur des affrontements beaucoup plus violents qui sont en cours aujourd'hui, là on entrerait vraiment dans une période inconnue. Donc souhaitons que chacun maîtrise un petit peu le cours des choses, qu'il n'y ait pas de surenchère, qu'il n'y ait pas de dérapage. Je ne pense pas qu'il soit une bonne chose que l'OTAN se mêle de cette situation, et on a malheureusement un secrétaire général de l'OTAN qui essaye d'exister et dans ces derniers jours et qui met... Mais là c'est vraiment... Je pense qu'il faut retirer l'OTAN de cela, mais que l'Union européenne, l'Ukraine, les Russes discutent, essayent de calmer le jeu sans intervention de l'OTAN. Et l'OTAN, là, finalement, d'agiter le spectre de l'OTAN, est-ce que c'est pas une forme de contre-pouvoir aussi, de montrer peut-être aussi à nous, de montrer nos muscles face à Vladimir Poutine? C'est plutôt mettre de l'huile sur le feu, parce que de toute façon, chacun sait que l'OTAN n'interviendra pas militairement. Donc c'est pas la peine de raconter que l'OTAN va faire quelque chose, alors qu'on sait que l'OTAN n'interviendra pas. C'est un problème politique. Il faut le régler par des moyens politiques. Il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser. Si je peux terminer ma phrase. Il faut pas laisser faire la
la Russie, effectivement. Il ne faudrait pas qu'il y ait des événements qui amènent à une scission non désirée nationalement de l'Ukraine. Ça serait très grave, effectivement. Mais entre ne pas laisser carte blanche à la Russie et agiter le spectre de l'OTAN, ce qui ne peut que faciliter la tâche de Poutine, il y a une marge. Guillaume Lagan, vous êtes d'accord? Il ne faut pas agiter le spectre de l'OTAN, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps Anders Fogh Rasmussen dire voilà, que l'OTAN serait là, en tout cas, si l'Ukraine en avait besoin. Ce qui est certain, c'est que la position de l'Ukraine par rapport à l'OTAN, c'est une vieille histoire pour la Russie. Elle s'est opposée dès les années 90 au rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN. Et vous savez que finalement, cette candidature a été rejetée à Bucarest en 2008 par l'OTAN elle-même, sous la pression à l'époque de la France et de l'Allemagne qui ne voulaient pas fâcher la Russie. Rétrospectivement, on peut s'interroger. Les deux pays de l'ex-URSS qui voulaient se rapprocher de l'OTAN, la Géorgie et l'Ukraine, ont été successivement agressés par la Russie. Une partie de la Géorgie est aujourd'hui toujours occupée par les troupes russes à travers l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Et puis aujourd'hui, on voit que la Crimée, peut-être demain à l'est de l'Ukraine, se retrouve aussi sous influence russe. C'est quand même une vraie question. Je comprends l'idée de ne pas, évidemment, brandir ce spectre qui, au fond, légitimerait les inquiétudes russes en Ukraine. Mais en même temps, face à une situation qui est une situation de force, on se demande un petit peu ce qui reste comme option à l'Ukraine. Elle n'a pas les forces militaires aujourd'hui pour lutter efficacement contre des séparatistes qui voudraient prendre par la force l'Est du pays. Si l'Ukraine peut lutter quand même contre les forces séparatistes s'il n'y a pas une intervention militaire directe russe derrière, s'il n'y a pas d'intervention militaire directe russe. Heureusement que la Géorgie n'a pas adhéré à l'OTAN avant 2008, sinon elle nous aurait plongé dans une guerre avec la Russie, ce qui n'aurait pas été vraiment aisé. Et je vous rappelle que les pays de l'OTAN avaient pris l'engagement auprès de Gorbatchev de ne pas étendre l'OTAN après la réunification allemande, ce qui a été fait. Donc moi je veux bien qu'on parle de climat de guerre froide, mais l'OTAN est quand même survécu à la menace qu'il a créée. Donc une fois encore, il ne s'agit pas de céder devant la Russie, mais je ne pense pas que l'OTAN soit l'outil adapté, parce que de toute façon, l'OTAN n'interviendra pas militairement. Vous savez comme moi que l'OTAN, oui, et il ne faut pas le souhaiter, je ne vois pas l'OTAN se lancer dans une guerre contre la Russie, y compris pour Donetsk. Donc on ne va pas mourir pour Donetsk. Alors c'est pas la peine d'agiter des spectres si on ne peut pas aller jusqu'au bout de la logique. Et là, agiter le spectre d'une intervention de l'OTAN ou le faire entendre ne peut que renforcer le poids des radicaux qui sont déjà assez nombreux en Russie. Donc il vaut mieux éviter cela et laisser Mme Ashton, laisser le pouvoir civil négocier avec les Russes. Mais est-ce que les Russes veulent négocier? Je suis pas certaine. Je suis pas trop d'accord avec cette analyse. Je suis pas certaine que ça suppose qu'on ait un Guillaume partenaire. Lagan, ensuite Nathalie Bastanac et ensuite Pierre Laurin. Non, juste pour répondre, je comprends ce que vous dites. En même temps, juste pour revenir sur ce que vous dites sur la Géorgie, c'est la poule et l'œuf. Si la Géorgie avait été membre de l'OTAN, donc couvert par l'article 5, on peut imaginer que les Russes auraient hésité avant d'intervenir en Géorgie. C'est la Géorgie qui a initié la guerre. C'est la Géorgie qui a... Je crois que ce ne sont plus les éléments qu'on a aujourd'hui. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Quand M. Poutine... Allez, Nathalie Bastanac et ensuite Pierre Laurin. Quand Poutine avance ses tanks aux frontières de la Géorgie, justement, ce qui a été très... prenons le cas de l'Ukraine et faisons le parallèle avec la Géorgie. Si les militaires ukrainiens avaient en Crimée tiré ce que M. Poutine attendait, on serait aujourd'hui dans le cas de la Géorgie. Et là, on aurait dit l'Ukraine a déclaré la guerre à la Russie. C'était ça le scénario. Mais si, c'était ça. Les Ukrainiens, les soldats ukrainiens n'ont pas répondu, justement, parce qu'il y avait cette expérience de la Géorgie et qu'il ne fallait pas tomber dans le panneau, pardon pour l'expression familière. Mais et justement, M. Poutine, là, quel choix il avait d'autre? On voit qu'il a quand même tourné pas mal autour de cette Crimée. Il a pris 38 bases militaires, quand même. Il a pris plus de 50 bateaux ukrainiens, même s'ils ne sont pas forcément très efficaces et très bien équipés. Enfin, aujourd'hui, il se retrouve avec un équipement militaire incroyable, gratuit, ce qui est quand même fou. Et cet armement va lui servir pour justement mieux intervenir encore. Alors, il y a l'Est de l'Ukraine, mais parlons déjà de... C'est pas non plus, Pardon, c'est pas non plus le dernier cri de la technologie. Non, c'est pas le dernier cri, mais tout de même, symboliquement, c'est pas rien non plus. Bien sûr. Et moi, je voulais revenir quand même, si vous permettez, sur le Maïdan et ce qui se passe maintenant. Le Maïdan, les manifestants n'ont pas été financés par les États-Unis. Sauf si vous avez un scoop. Mais moi, je n'ai pas vu de manifestants de Maïdan être payés pour manifester. Aujourd'hui, les séparatistes russes, oui, sont
sont dans l'Est, payés pour être présents. Et aussi, c'est vous qui l'affirmez. Non, mais il y a des preuves. On a des preuves. Justement, les preuves. Oui, mais justement, sur ce qui s'est passé sur le Maïdan, aujourd'hui, on a des preuves. Vous n'allez pas accaparer la parole. Non, je ne vais pas accaparer la parole. Ne vous inquiétez pas. Et 2010, je voulais aussi revenir, sur les élections de 2010. Ces élections ont été fraudées. Il y a eu des fraudes massives. On le sait. Et ça a été, souvenez-vous de Madame Tymoshenko qui a porté plainte. Sa plainte n'a pas... Et finalement, elle a enlevé... on dit quand même, tous les experts disent quand même que l'Ukraine est un pays quand même qui est fracturé, que c'est quand même un pays qui est, qui est divisé. Non, justement, aujourd'hui, le Maïdan, par rapport... Il y a 10 ans, oui, au moment de la Révolution orange, l'Ukraine était complètement différente. En 10 ans, les choses ont évolué et aujourd'hui, on ne peut pas parler de fracture. On le voit dès le début décembre, des manifestations organisées pro-européennes, en tout cas pour se détacher de la Russie et du modèle russe ou du carcan post-soviétique. On voit des manifestants qui manifestent dans le Donbass, dans tout l'est de l'Ukraine, dès le début décembre. Donc c'est ça que le vrai visage de l'Ukraine aujourd'hui. Et les Ukrainiens sont très matures. La société civile est beaucoup plus mature que ses propres politiques qui ont été, rappelons-le, assez débordés au début du Maïdan quand même. Pierre Laurin, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine va intervenir ? Non. Non, il ne va pas intervenir, tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison d'intervenir. Pour que la Russie intervienne, il faudrait que le gouvernement ukrainien intérimaire lance une offensive et non pas quelques combats sporadiques comme ça a été le cas. Une offensive avec quoi, avec quel matériel, avec quelles troupes, étant donné que les fractures, malgré tout ce que dit Mme Pasternak, les fractures au sein de la société ukrainienne se répercutent dans la police et l'armée ukrainienne, qui ne sont pas uniformes. Il y a de très grandes différences. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est revenir sur les propos de M. Boniface, qui me semble frapper au coin du bon sens, dans la mesure où l'OTAN est une organisation défensive, qu'elle n'a pas vocation à se mêler des affaires de l'Ukraine, parce que l'Ukraine ne peut pas faire appel à l'article 5. Donc là, je crois qu'il y aurait... disons que l'OTAN, si elle intervenait dans l'affaire ukrainienne, outrepasserait le traité de l'Atlantique Nord. Parce que l'Ukraine n'est pas membre, on le rappelle à nos téléspectateurs, de l'Alliance Atlantique. Donc, je ne vois pas réellement les gesticulations qui se... Mais je parle également de gesticulations en Russie. Il n'y a pas, de mon point de vue, chacun essaye de faire avancer ses pions, vraisemblablement dans l'attente de la réunion qui doit se tenir à partir de jeudi, si tout va bien. Mais je crois qu'effectivement, l'OTAN est en train de jouer un jeu qui n'est pas très sensé dans la mesure où il jette de l'huile sur le feu. Et que ce n'est pas, je parle du secrétaire général de l'OTAN, Rasmussen, et que ce n'est peut-être pas ça qu'il faudrait faire. Actuellement, alors justement, on va savoir ce qu'il va falloir faire, justement, dans la seconde partie de notre débat. Quand on voit les Européens là, qui sont réunis à Bruxelles et qui ont du mal à se mettre d'accord sur des sanctions, est-ce qu'il faut un nouveau volet de sanctions? Comment les Occidentaux peuvent-ils répondre à la Russie? Quelle est aujourd'hui la stratégie de Vladimir Poutine? Voilà les questions que nous poserons dans la seconde partie de notre débat, et c'est dans un instant.